Depuis la conquête de 1763, la première constitution, les Canadiens français vont être obligés de se battre continuellement pour garder leur culture. Et malgré tout ça, le peuple canadien-français va garder sa culture et sa langue. Et qu'on dise n'importe quoi, si ça n'a pas été du clergé, si ça n'a pas été des communautés religieuses, on aurait perdu complètement notre langue et bien sûr la religion puis la culture qui va avec ça. Mon cher fils, j'ai demandé à mon notaire et ancien partenaire de labo du collège de te remettre à mon décès le précieux héritage que ton grand-père Albert Caron avait commencé et que j'ai poursuivi. J'espère que ces quelques traces du passé sauront te guider dans ton nouveau poste d'archiviste vers les secrets de la pierre angulaire sur laquelle s'est construite l'âme de Bourget. C'est ici, sur les flancs de la colline de Rigaud, à la frontière de l'Ontario, qu'on appelait autrefois le Haut-Canada, que Monseigneur Bourget a pris le pari d'installer les clercs de Saint-Viateur en 1850. Pour éduquer les jeunes garçons et habilement freiner l'avancée de la langue de Shakespeare, certes, mais avec le désir affiché de faire revêtir la soutane à quelques-uns au passage. Parce que jusqu'à la fin des années 1950, les parents se pétaient les bretelles pour avoir l'honneur de présenter un enfant qui accédait à la vie religieuse. Exception faite de cette pression à vouloir faire de nous des moines, je leur lève mon chapeau.
Encore aujourd'hui, malgré toutes les embûches pour survivre, tu croiseras dans les corridors des hommes, des femmes, dont quelques religieux, qui ont Bourget tatoué sur le cœur. Salut! Et puis on va arriver, grâce au clergé, à avoir des écoles privées. On va les appeler les écoles de fabrique. Ce sont des petites écoles qui s'établissent dans chacun des villages. Et là, ben, la fabrique, c'est-à-dire la paroisse, est obligée de payer l'institutrice ou le professeur, bâtir une petite école, mais ça va revenir encore à des charges financières que le peuple va être obligé de payer. Tandis que l'institution royale paye les écoles, paye les professeurs, puis on veut les envoyer un peu partout, dans tous les villages, dans toutes les villes du Québec. Alors, encore une fois, grâce au clergé, la loi va être maintenue. Seulement, on va pouvoir avoir des écoles privées pour continuer, si vous voulez, à enseigner et à parler le français dans nos écoles. Et ça va se continuer comme ça longtemps, longtemps, longtemps. Bon, on y va. C'est un départ. Bonsoir. Ça, c'est ta carte de placement qui va dire ton bureau et ton casier. Puis je vais vous demander d'aller avec M. Archambault qui est juste là. C'est ta carte de placement. Maman va suivre. Pierre de datation ou peut-être angulaire de l'hôtel Riel. Premier établissement des clercs à Rigaud en 1850, construit en 1811, dimension 72 par 30, sous-sol complet, moitié sous terre, devient école du village dès 1820. Puis,
École de fabrique juste avant la rébellion des Patriotes de 1837-38. Mais là, il va se produire des choses. Et les patriotes, à un moment donné, vous avez entendu parler des patriotes? Ben oui. Eux autres veulent la démocratie, veulent un gouvernement responsable. Alors, ils vont essayer de dire aux écoles de fabrique, écoute, c'est assez, parce qu'avec les écoles de fabrique, d'abord, on a 1 année ou 2 années d'école, nos gens ne sont pas instruits, on n'a pas en main ce qu'il faut pour que notre peuple connaisse des choses puis aille loin en éducation. Seulement, ils vont manger une maudite volée, hein? On le sait. C'est épouvantable. Mais il va arriver un monsieur qui s'appelle Lord Durham. Lui, il va écrire un rapport. C'est marqué « Le peuple canadien-français, c'est un peuple sans histoire ni littérature. Et pour leur propre bien, il faut les assimiler. » On est en 1840, là. Et là, il va arriver un gouverneur qui s'appelle Sydenham, qui va abolir les écoles de fabrique, va tout abolir encore, et puis là, les Canadiens français vont tomber, si tu veux, quasiment à rien au point de vue éducation. Jusqu'au moment, oh là là, tu sais, des histoires, on compte ça souvent, hein? Jusqu'au moment, 1841, à peu près, il va y avoir les commissions scolaires qui vont être fondées. Et là, l'archevêque de Montréal, l'évêque de Montréal, c'est Monseigneur Bourgette. Il a remplacé Monseigneur Lartigue. Il était le secrétaire de Monseigneur Lartigue pendant 15 ans. Alors, il connaît son affaire. Et je vais vous conter une petite affaire là, qui est vraie. Là. Pendant l'affaire des Patriotes, les évêques ont été sur le côté du gouverneur. T'sais, même Monseigneur Lartigue avait excommunié tous les patriotes qui se battaient contre l'Angleterre. En tout cas, il ne voulait peut-être pas que les patriotes se fassent tuer. Mais ça, quand tu regardes ça après coup, Monseigneur Bourgette va profiter de ça. Il va dire, écoutez, pendant la rébellion, on n'a pas encouragé les patriotes à aller combattre. T'sais? Et ça va aider. Et même quand les commissions scolaires vont être instituées, on va remettre entre les mains du clergé une partie de l'éducation. En plus de fonder quelques communautés ici, Monseigneur Bourget ira en recruter quelques-unes en France, prêtes à venir s'installer en Amérique. Particulièrement à Vourles, près de Lyon, où il se lie d'amitié avec l'abbé Louis Kerbe qui vient de fonder en 1831 la Société charitable des écoles de Saint-Viateur. Elle a pour mission l'enseignement du catéchisme et l'instruction de la jeunesse. C'est en 1847, à la suite d'une seconde visite au père Kerbe, que Monseigneur Bourget reviendra avec, entre autres, les 3 clercs fondateurs en terre d'Amérique, le père Étienne Champagneur, accompagné des frères Fayard et Chrétien, avec promesse de renfort dès que possible. Le curé Joseph des Hôtels, dès son arrivée à la paroisse de Rigaud en 1848, désirait instaurer un collège de style classique, sous la direction de l'une de ses nouvelles communautés religieuses. Les frères des écoles chrétiennes acceptent dans un premier temps. Mais malheureusement, en manque de personnel, ils déclinent l'invitation de s'établir à Rigaud à la dernière minute.
Le curé des Autels consulta alors son évêque, Monseigneur Bourget, qui lui recommande de faire appel à ses petits clercs stationnés depuis 2 ans à Joliette, village alors appelé l'Industrie. Le père Étienne Champagneur, supérieur des clercs Saint-Viateur au Canada, trouva, on ne sait où, 2 frères canadiens bien nommés, le frère Honoré Lamarche et frère Constant Loiseau, et il leur assigna comme directeur un Français arrivé tout récemment de Vourles, le frère Jean-Marie Thibaudier. Wow! Soyez les bienvenus, mes bons frères. Monsieur? Frère Lamarche. Frère Lamarche, bonjour. Frère Loiseau. Frère Loiseau, et puis... On a même un qui arrive de France. C'est monsieur? Frère Thibautier. Frère Thibautier. Dieu du ciel, qu'il fait froid dans votre pays. Le choix du frère Jean-Marie Thibaudier ne fut pas très heureux. En effet, le frère Thibaudier quitte le collège le 1er février 1851, 3 mois à peine après son arrivée. Invité par son frère Antoine à venir en Amérique, il avait désobéi au père Kerb, qui lui avait refusé le déplacement, étant vraiment inquiet sur ses réelles convictions. Mais les lettres d'avertissement du père Kerb parviennent trop tard. Cher Monseigneur Bourget, de concert avec le père Champagneur, j'avais cru pouvoir planter à Rigaud le frère Thibaudier en attendant. Mais je vois par les lettres fulminantes de notre fondateur que nous avons eu tort. Que notre saint patron nous pardonne, mais surtout nous garde en santé. Il fait froid, très froid ici. Les murs de pierre suffisent à peine à nous garder des vents mordants. Les gens ont pleine de bonne volonté, mais nous partons d'encore plus loin qu'en France pour éduquer la jeunesse de ce pays, Monseigneur. Et c'est là que Monseigneur Bourget, c'est un homme extraordinaire, Bourget. C'est un ultramontain, vous savez ce que ça veut dire? Il est du côté du pape, il est très sévère. Et c'est là qu'il va faire venir des communautés religieuses d'un peu partout pour que ceux-ci, ces prêtres-là, ces nouveaux frères-là, s'emparent de l'éducation. Et ça va marcher. Monseigneur Bourget, à un moment donné, il va faire venir les clercs Saint-Viateur. Les clercs Saint-Viateur, c'était nommé Barthélemy Joliette. Joliette, la ville de Joliette, ça s'appelait l'Industrie avant. OK? Mais Barthélemy Joliette, il est député de cette région-là. Alors, c'est lui qui va avoir l'idée, moi, je vais mettre la main sur les clercs Saint-Viateur, 1847. Et il va faire voter des lois pour que les clercs Saint-Viateur soient acceptés et qu'il y ait de l'argent du gouvernement pour pouvoir avoir une institution. Que de bienveillance de la part de notre bon Seigneur Barthélemy Joliette pour faire voter le bill accordant aux clercs nos subsides et notre charte de communauté, juste avant le terrible incendie du Parlement à Montréal. Soyez assurés, cher Monseigneur, de notre entière dévotion envers l'éducation des jeunes Canadiens français. Que de chemin parcouru depuis la conquête. Cocher, vous connaissez le chemin? Dès le lendemain de leur arrivée, le 12 novembre 1850, les 3 clercs se mettent à l'œuvre dans l'école du village. L'ancien hôtel Riel, situé sur la rue Saint-Antoine, face à la rivière Rigaud, qu'on appelait à l'époque la rivière à la Grèce. Rapport général de la première année du collège de Rigaud, présenté à son Excellence le gouverneur général de la province du Bas-Canada. Nombre d'élèves, 22 pensionnaires, 97 externes, total 119 élèves. Cours que l'on y suit, éléments français et anglais, arithmétique, histoire sainte, cours religieux, notions de géographie, histoire ancienne. Le tout certifié véritable au collège de Rigaud, 23 mai 1851. Le sous-signé prend la liberté d'exposer humblement 1. Que le collège de Rigaud, première institution de ce genre dans le comté de Vaudreuil, est destiné à y faire un grand bien pour l'éducation. 2. Que cette maison naissante est trop faible pour se soutenir par elle-même. D'où le sous-signé demande à son Excellence le gouverneur général de bien vouloir faire octroyer au collège de Rigaud la somme qu'elle jugera à propos pour son soutien. François-Thérèse Lahaye, prêtre CSV, procureur général.
Alors là, on sort de la cafétéria et juste à l'entrée de la cafétéria, ici se trouve l'infirmerie. Il y a toujours des infirmières le soir, le jour, pour subvenir aux besoins des élèves. Donc, Voici quelque chose à conserver précieusement. 2 des rares photos que ton grand-père a sauvegardées et qui représentent l'infirmerie au début des années 1900. Alors que j'arrivais au collège, le frère Lorenzo Prévost, qui était infirmier, était hanté par les épidémies d'après-guerre. Il rajeunira l'infirmerie et équipera même le collège de cette machine sophistiquée. Tu devineras jamais ce que c'est. Un appareil à rayons X. L'examen médical. Tabarnouche. L'enfer noir. C'était obligatoire. On passait au cash, comme on dit. C'était tous les anciens médecins, donc diplômés du collège, qui venaient passer gratuitement la journée ici. Bon, la première année, là, les nouveaux, on était tous bien nerveux. Je me souviens, une année, dans les recommandations que le directeur a faites, mais n'oubliez pas, l'examen médical, c'est de la tête jusqu'aux pieds en passant par le milieu. Alors ça voulait dire, lavez-vous au complet. je vous laisse trouver votre bureau. Dans un chassé-croisé entre le père Langlais et le père Jacques Duhaut à la direction, les 5 premières années du collège sont difficiles. Pendant que les clercs dorment dans des hamacs, qu'on entasse les résidents au sous-sol, qu'il y a promesse de ne charger aucune somme aux externes du village, plusieurs pensionnaires ne paient pas. De plus, les citoyens sont mécontents. Surtout les commissaires qui affirment que les cours offerts ne sont pas à la hauteur du grand cours classique du collège de Joliette, tel que promis par le curé des hôtels. Au nom de son ami Louis Kerbe, pour qui il revoit les statuts et règlements de la communauté des clercs, pour donner accès à l'éducation aux francophones du Haut-Canada, mais surtout pour apaiser la grogne des citoyens, Monseigneur Bourget hérite de tous les droits et privilèges du supérieur du Collège de Rigaud. Toute décision, financière ou académique, devra désormais être entérinée par lui. En 1855, le collège prend véritablement son envol avec, à sa direction, le père Joseph Michaud, professeur de sciences et d'architecture. Afin d'augmenter les revenus et l'espace pour offrir le grand cours, il faut une nouvelle bâtisse digne d'un grand collège et capable de recevoir plus de pensionnaires. La seigneuresse Marie-Charlotte de Lotbinière-Bingham cède aux clercs une partie de son domaine au bas de la colline afin de diriger une maison d'enseignement pour les jeunes de la région. Joseph Michaud se met à la planche à dessin dès son arrivée et le collège sur la colline est prêt pour la rentrée scolaire de 1857. N'hésitant pas à plonger les mains dans le mortier et mettant les élèves à contribution, le père Michaud installe lui-même la cloche sur le toit. Pierre angulaire du premier collège sur la colline. Nom du collège, le collège Bingham de Rigaud, en l'honneur de la seigneuresse. Année de construction, 1857. Dimension, 100 pieds par 45 pieds, 3 étages. Démoli en juin 1951. L'aile Michaud a été démolie lorsque j'étais finissant, en plein mois de juin, lors de nos examens de fin d'année. Elle comprenait 3 étages, capables de recevoir une centaine de pensionnaires. Au rez-de-chaussée, le parloir, où nos parents pouvaient venir nous visiter une fois par mois, en prenant soin de nous glisser en cachette du sucre à la crème.
le réfectoire, que vous appelez aujourd'hui cafétéria, la petite salle de récréation et le bureau du supérieur. Au premier étage, balcon, fumoir, même pour les élèves, avec piano, chambre des religieux et salle d'études. Au deuxième étage, la chapelle et des classes. Au troisième, les dortoirs sous la pente du toit où les grands se cognaient la tête. Et les toilettes, à l'extérieur du bâtiment. Le père Michaud n'a pas le temps d'apprécier longtemps son œuvre. Avant la fin de l'année scolaire de 1857-58, ses supérieurs ayant reconnu ses talents, l'envoient à Victoria y ériger la première église du diocèse. Après un séjour au Vatican, il reviendra avec les plans de Saint-Pierre de Rome qui serviront à bâtir l'actuelle basilique cathédrale Marie-Reine du monde. Mais c'est bien beau, la petite histoire. Mais est-ce qu'on sait comment ça se passait dans ce temps-là, l'école? Est-ce qu'on sait à quoi ça ressemblait une journée d'école au début du collège? Je pense savoir comment ça se passait à l'époque. Vous permettez, M. Tessier? Oui, à cette époque-là, les élèves subissaient un examen public. C'était une assemblée publique qui comprenait tous les parents, les amis, tout ça, et les professeurs, évidemment. C'est eux autres qui jugeaient si les élèves avaient fait du progrès. S'ils n'avaient pas fait de progrès, bien, ils coulaient. Dans le journal de la Minerve, on décrit comment ça se passait à l'époque. Selon les archives, au premier collège, en l'automne 1850, l'horaire était assez spécial. Je pense que vous n'auriez pas enduré ça aujourd'hui. Ça commençait à 5h30 le matin, c'était le lever. 5h45, c'était prière et lecture. 6h, études. 7h, déjeuner. Une demi-heure seulement, parce qu'à 7h30, c'était la messe. Chapelle, parce qu'on disait là, tout à l'heure, on allait à la messe à tous les jours. Mais le dimanche des Rameaux, savez-vous ce que c'est, la grand-messe, la Passion, chantée par 3 prêtres? C'était long en titi. Mais le truc, si on voulait aller déjeuner un peu avant les autres, c'est d'aller servir la messe des pères. J'ai connu ça pendant mes 2 premières années, la messe obligatoire. Quand je suis arrivé au collège, en 1939, il y avait une messe tous les matins. D'abord, on se levait à 5h20, pas une minute après. Et puis, on descendait à la salle d'études, on étudiait, on repassait nos matières de l'avant-midi. Mais nous autres, on n'avait pas de prière le matin. On n'avait pas de prière le matin. On se levait de bonne heure. On avait une étude le matin parce qu'il fallait timer la cafétéria. Tu ne pouvais pas envoyer tout le monde à la cafétéria en même temps. Ça fait qu'en secondaire 3, on avait notre étude après la cafétéria. Là, on pouvait quitter quand on avait fini de manger, ce qu'on faisait avec la plus grande rapidité du monde pour aller jouer un peu. Puis à 8h20, la cloche sonnait. Il fallait d'abord tous se réunir dans la grande salle de récréation, là, les 600 élèves. Là, au commandement du père directeur, on montait dans nos classes. « 4h20, chapelet, tout le monde, dans la salle de récréation. 4h30, tout le monde à l'étude jusqu'à 6h10. Dans le temps, la salle existait telle quelle, sauf qu'il n'y avait pas de mur ici en avant. Et juste ici en avant, il n'y avait pas de bureau, c'était l'allée pour sortir. Et les externes, évidemment, c'était les premiers à sortir aux heures de repas. Par contre, les pensionnaires, ils valisaient d'ingéniosité pour sortir les premiers. Je sais pas pourquoi, parce qu'on m'a toujours dit que c'était pas mangeable, mais en tout cas.
Et mon collègue à côté de moi, qui s'appelait Pierre Portelance dans le temps, lui, il avait trouvé une idée que j'avais trouvée brillante dans le temps. Il y avait de l'encre rouge. Et il avait pris, je pense que ça finissait à 6 heures, que c'était la sortie. Donc à 6 h moins 5, il prend son Kleenex, il imbibe ça d'encre rouge. Là, il se met ça autour du nez, puis il fait signe à Raoul Saint-Laurent qui signe du nez, puis il est sorti. On avait le père Côté, de temps en temps, le matin, de bonne heure, qui venait surveiller l'étude. Et puis, Ephraim Côté. Et puis, il lisait son journal le matin. Mais il y avait tout le temps quelqu'un pour jouer un tour qui allait mettre le feu après le journal. Ça, c'est un des souvenirs que je me souviens. Et à 6 heures, on avait le souper. Le souper, bien, il y avait un président de table. À un moment donné, je suis devenu président de table. Et puis, avant la nourriture, le père, là-bas, là, il faisait une petite prière. Et puis, pendant ce temps-là, les élèves étaient debout, derrière leur chaise. Et tout ce qu'on avait à notre place, c'était un petit plat grand comme ça. Or, moi, j'ai vu ça. Il y en a un, il y en a en verre, là. Je faisais ça comme ça, devant le plat de melasse. C'est la petite assiette de melasse, l'assiette où il y avait une pêche, des affaires comme ça. Le gars, il crie au meurtre. Je peux pas manger ça. Ben oui, puis tu peux pas aller en chercher, ça se faisait pas. Alors, ce gars-là est devenu un médecin célèbre. Donc, il y a un gars qui vient de parler d'un dessert. Problème du président. De ça, là, on a eu ça tout le temps de mes études. Un incendie ayant détruit le couvent des religieuses de la Sainte Famille chargées de la cuisine et de la buanderie du Collège Bourgette pour soutenir les clercs et, malgré que la guerre mondiale limite l'utilisation de matériaux, il fut décidé de bâtir un couvent dès que possible. La pierre angulaire placée au coin nord fut posée le 19 décembre et bénite en ce 24 mai 1945. Cette pierre porte la double inscription A.D. Annus Domini 1944 et JMJ désignant à la fois l'année de construction et le monogramme de la Sainte Famille. Les sœurs au collège, on les voyait presque jamais. On croisait plus souvent les aides séculières, des filles du village qui aidaient les sœurs pour 25 $ par mois et qu'on s'empressait de rejoindre secrètement lors de nos rares après-midi de congé. Les sœurs, elles étaient discrètes, mais besogneuses en sapristi. Et avant d'être logées dans cette aile nouvelle, elles vivaient dans un bâtiment en bois relié à l'aile principale par ce passage couvert. À un moment donné, le feu a pris là-dedans parce que les gens, ils chauffaient au charbon encore. Et puis, ça a l'air qu'il y a eu un coup de grisou. De sorte que quand l'incendie s'est déclenché en 1942, bien à ce moment-là, on était finis. Il était question aussi de nous faire à manger. Oui. Alors, un incendie, c'est l'idéal pour des élèves. Hein? Parce que tu dis, on s'en va en vacances. Ils ne pourront pas te garder. Et puis surtout quand tu sais comment la nourriture est sortie dans le champ. C'est un grand champ, là, ce qui est le terrain de piste et pelouse. Là. Il y avait du foin, des trous là-dedans, tout ça. On transmettait tout ça, puis on allait cacher ça dans le bocage en arrière de la cour.
De sorte qu'on s'était dit, au retour, on aura des collations gratuites. Maison mère des Petites Sœurs de la Sainte Famille, Sherbrooke, 26 novembre 1903. Au révérend Père Richard, supérieur du Collège Bourget, Rigaud. Mon révérend Père, vous me seriez bien aise que vous m'informeriez combien vous avez de tables dans la réfection des élèves et combien d'élèves par table. Puis si les ecclésiastiques mangent au réfectoire des élèves ou bien s'ils ont une table à leur service dans le réfectoire des prêtres afin que nous puissions voir à l'organisation de votre cuisine dès maintenant. Servez-vous 2 plats de viande aux élèves ou un seulement? Servez-vous des desserts à tous les midis? Nous n'aurons que 3 sœurs pour conduire la cuisine et 2 pour le lavage, ce qui vous mettra dans la nécessité de garder 2 filles à la cuisine, 2 au réfectoire et 2 au lavage d'ici la vacance. Espérant que vous pourrez vous tirer d'affaire avec les conditions submentionnées, votre toute dévouée sœur Marie-Léonie, supérieure, petite sœur de la Sainte Famille. C'était pas comme ça. Non, du ça a tout été du rénové, tout. ça. Là. On avait des chaudrons à vapeur, mais c'est pas comme ça. Là, les plaques, tout ça, c'est tout ça a été restauré, ça. Ouais. Moi, c'est un magnifique souvenir. On n'avait peut-être pas tellement de contact avec les élèves, les prêtres, les religieux, mais nous étions 25 religieuses. Il y avait une fraternité là, beaucoup de joie. Moi, c'est ça qui m'a frappée et fait du bien. Les taquineries, les fêtes, c'était vraiment plaisant. Ah, bien, les religieuses, des fois l'après-midi, rarement quand on était dehors, sortaient et allaient prendre l'air. Puis là, tu les entendais rire. Alors, les bonnes sœurs, ça riait. Quand quelqu'un faisait quelque chose à la cuisine, ça coulait en dessous de la guimpe. Là, la guimpe était en celluloïde. Là, hein. Mais on est français au Seigneur. Puis on vivait ça dans le temps. Là. Puis on ne le revivrait pas aujourd'hui, par exemple. Il y avait des religieuses qui avaient une guimpe empesée. Alors, si elles transpiraient beaucoup, puis ça venait tout mou, ça prenait d'autres formes. On trouvait du plaisir dans ça. Même chose pour le bandeau, là, sur le front. Montrez-moi pas la cafétéria, moi être malade juste à la regarder. Le dimanche soir, c'était ce qu'on appelait des effaces. Ça, c'était du ballonnet coupé en petits morceaux. On avait aussi ce qu'on appelait le chial. Le chial, c'était des pommes de terre en carreaux, des carreaux à peu près gros comme ça, avec des morceaux de viande, des tout petits morceaux de viande assommés dans ça, comprends-tu? Écrasés, il était tout à l'eau. Hein? C'était de la viande trempe qu'on avait. Puis, dans une dépense, il y avait une grosse brique là, de chocolat. Dans ce temps-là, on n'avait pas souvent du chocolat, on n'avait presque pas. Puis, il y avait un couteau à côté. Ça, c'était le chocolat pour la pâtisserie. Puis là, on descendait, 2 religieuses, puis 2 filles, puis on avait des goûts de chocolat. On se coupait, là. C'est moi qui faisais ça. On coupait le chocolat, puis on mangeait du chocolat. Puis la cuisinière, puis les autres n'avaient pas connaissance. Elles étaient à la cafétéria, nous ne voyaient pas descendre. Puis là, c'était bon, ça. Ça nous donnait du pep pour finir la journée.
On se levait tôt, puis on se donnait. On n'avait pas les commodités de la cuisine que nous avons vues tantôt, mais c'était travailler caché comme Léonie a travaillé toujours dans le silence, dans l'humilité. À cette époque-là, moi, en tout cas en 52, je n'étais pas surprise qu'ils ne passent pas leur temps à nous dire « Mais mon on apprécie donc ce que vous faites, puis que vous êtes donc bonne, puis vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour faire votre travail. » Mais c'était pas articulé comme aujourd'hui. Il n'y avait pas peut-être les moyens de s'exprimer. Puis eux-mêmes étaient sur la réserve. Hein? Moi, je sentais l'appréciation en dépit de ça. Puis d'ailleurs, on cherchait plus, je pense, moi, le regard de Dieu que le regard des humains. Puis c'est ça qui nous comblait, je pense, moi. Après le court passage des pères Léon Boisvert et Stanislas Rivet au poste de supérieur, en 1861, le collège de Rigaud allait enfin trouver son bâtisseur intérieur, l'homme qui allait donner l'âme au collège sur la colline, le père François-Xavier Chouinard. Il restera à la direction du collège 17 ans. En 1858, j'arrivais à Rigaud, où je trouvais au milieu d'un amas de pierres un collège de briques en plein domaine, à la lisière d'un beau bois d'érable. Mais autour du collège, une nudité désolante. J'attendais avec impatience le jour de la rentrée. Ce jour, enfin, arriva. Du matin jusqu'au soir, 10 élèves se présentèrent. Ce n'était pas très rassurant pour l'avenir. L'intérieur du collège était à peine à moitié fait. Il fallut donc faire exécuter les travaux d'urgence. Je me mis à l'œuvre avec courage, et il en fallait. Je mis toute ma confiance dans la divine providence et en avant. Je commençai par faire déblayer une partie du terrain qui était littéralement couvert de roches, en place desquelles je plantai des pommiers. Après l'embellissement extérieur et intérieur, le père Chouinard s'attarde à la vie intime de la maison, les études. L'ambiguïté y règne depuis ses débuts. Y fait-on des études libérales ou pratiques? Peu importe, au dire de son protecteur, Monseigneur Bourget, le collège est destiné à fournir une élite à une région de défense de la foi, de la langue et de la culture canadienne-française. C'est assez extraordinaire. Puis Bourget, là, on pense au clerc Saint-Viateur. Mais il faut penser à toutes les autres communautés, comme par exemple les Frères Sainte-Croix. Il va faire revenir les Jésuites. Et là, l'éducation va progresser. Et on sait fort bien ce qui va arriver. C'est qu'avec la Constitution de 1867, la province de Québec, comme les autres provinces du Dominion du Canada, vont pouvoir gérer vraiment elles-mêmes tout le domaine de l'éducation. Pour préparer ses élèves à la nouvelle fédération canadienne et obtenir le statut de collège classique, le père Chouinard propose un compromis. Pour ce qui est des études, en 1863, je crois, pour favoriser la pratique de la langue anglaise, je donnai ordre que toutes les récréations du soir seraient exclusivement consacrées à l'anglais. J'ai rencontré alors une forte opposition de la part du personnel enseignant.
surtout de la part des membres de la communauté. On alla porter plainte au Père supérieur, mais Monseigneur Bourget m'encouragea dans cette idée qui fut maintenue jusqu'à mon départ. Les compromis de Chouinard s'avèrent une bénédiction. La cohabitation du cours classique en français et du cours commercial en anglais, jointe à l'ambiance de la nature, devient la marque de commerce du collège. Devant un tel succès intellectuel et matériel, Bourget doit s'agrandir. La difficulté n'était pas de bâtir, mais d'en trouver les moyens. On eut recours alors à un bazar. Le zèle des organisateurs fut couronné d'un beau succès, 2000 $. Mais résultat bien médiocre pour la construction d'une bâtisse en pierre de 45 par 100 à 3 étages. Confiant à nouveau de la divine providence, j'en fis l'entreprise. Et 6 mois après, tout était à peu près terminé et pouvait être habité. Belles et grandes salles de récréation et d'études, et surtout une magnifique chapelle. En faisant cette addition à l'ancien collège de Rigaud, je m'étais proposé de demander à Monseigneur Bourget d'attacher son nom à cet établissement. Monseigneur, dans sa réponse, nous accorda bien volontiers la faveur de son nom. Et depuis ce jour, le Collège Bourget porte le glorieux nom de Bourget. J'écrivis immédiatement au surintendant de l'instruction publique pour le prier de vouloir bien élever le Collège industriel de Rigaud au rang des collèges classiques sous le nom de Collège Bourget. Québec, ce 30 décembre 1873. Monseigneur, j'ai l'honneur de vous accuser réception du certificat pour lequel votre grandeur reconnaît comme collège classique les collèges de Joliette et de Bourget. Alors, j'accorde au collège classique de Joliette et de Bourget pour cette année 740 $. Gédéon Ouimet, premier ministre du gouvernement de Québec.